Toi, t'es plutôt pour ou contre la suppression de l'ENA? Je suis plutôt pour. Donc t'es d'accord avec une proposition de Macron? Non. Donc t'es contre la suppression de l'ENA? Non. Donc t'es pour une proposition de Macron? Non. Donc t'es contre la suppression de l'ENA? Non. Donc t'es d'accord avec une proposition de Macron? Non. Donc t'es contre la suppression. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ENA? Évidemment, ils savent ce que c'est. Alors, l'École nationale d'administration, dans l'esprit de tout le monde, c'est un peu le top du top de la grande école. ENA. 3 lettres magiques. En sont sortis 4 présidents de la République, 8 premiers ministres, des dizaines de parlementaires et de PDG d'entreprises publiques et privées, des élèves sélectionnés sur concours avec une grosse centaine de places pour environ 1500 candidats. Bref, on a l'impression que l'ENA c'est un peu le boss final de l'élitisme à la française, et les chiffres confirment cette impression. Oui, selon l'Observatoire des inégalités, il y avait en 2015 4,4% de personnes issues de la classe ouvrière à l'ENA, c'est 5 fois moins que dans la population active, alors que les enfants issus de familles de cadres représentent 70% des élèves de cette grande école. Dans la population totale, on en compte seulement 15%. Bernard Boucaud, fils d'artisan. Michel Collin, fils d'expert comptable. Yves Lioncan, fils de professeur d'université. Martine Aubry, fille de haut fonctionnaire. Bon, l'ENA a bien essayé de se faire passer pour un modèle de justice sociale en utilisant la profession des grands-parents de ses élèves, mais bon, ça n'a pas vraiment fait illusion. Moi je viens d'une famille, mes grands-parents travaillaient à l'usine. D'ailleurs, que ça vous serve de leçon les bourgeois, quand vous nous sortez votre grand-père paysan, sachez que nous ne sommes pas dupes, c'est les parents qui comptent. Du coup, quand Macron a dit qu'il voulait s'attaquer à l'ENA, faut dire que oui, ici on a été un peu surpris. Moi j'étais surtout inquiet parce qu'il a dit qu'il voulait supprimer les grands corps et je fais plus que 1m90. Si on a été surpris, c'est parce qu'évidemment Macron il est très ENA compatible, il vient de l'ENA, puis en plus il est très méritocratie, premier de cordée, tout ça, l'ENA représente ça. Mais en fait vous allez voir que cette décision, on peut l'expliquer. Bah oui, sinon l'épisode sert à rien. Depuis sa création en 1945, d'après un projet datant du Front Populaire, plusieurs anciens énarques ont réclamé la disparition de leur école. Jean-Pierre Chevènement estimait que c'était une école où l'on n'apprenait pas grand-chose et demandait sa fermeture. Plus surprenant, Bruno Le Maire s'est aussi dit favorable à sa suppression. Celui qui se présente lui-même comme un pur produit du système avait proposé de faire disparaître l'École nationale d'administration quand il était candidat aux primaires de la droite. L'idée est revenue plusieurs fois dans le débat public, et pas seulement chez les politiques, puisque l'année dernière, Laurent Mauduit sortait un bouquin intitulé La Casse, dans lequel il préconisait cette mesure. Ouais, comme Laurent Mauduit est à Mediapart, ça montre que Macron lit Mediapart, hein. Abonnez-vous. Mais bon, tout ça, ça nous explique pas pourquoi il veut supprimer l'ENA. La première explication, c'est que c'est une mesure populiste, donc c'est efficace symboliquement. Annoncer la suppression d'une des écoles de l'élite de France, ça plaît à Jojo le gilet jaune. Mais c'est pas une explication satisfaisante, parce que Macron a pas pour habitude de faire des réformes qui font plaisir aux gens juste pour leur faire plaisir. Il y a toujours une petite idée derrière. On se demande si l'explication ne serait pas plutôt à chercher dans le profil de ceux qui sortent de cette grande école plutôt que dans le fonctionnement de l'ENA elle-même. Et je crois que c'est essentiellement pour cela qu'on a choisi les uns et les autres de faire l'ENA, c'est-à-dire de pouvoir changer de métier, mais toujours avec un seul et même objectif, qui est celui de servir l'État et de servir nos concitoyens. C'était son discours de politique générale. J'ai eu les frissons. Mais c'est vrai, non mais on en rit, mais c'est vrai, très c'est présent pas faux. dans cette école. On va revenir vite fait sur Bruno Le Maire, là, on l'aime bien lui. Quand il a proposé la suppression de l'ENA pendant la campagne des primaires de la droite, il l'a justifié de la façon suivante. Nous entrons dans un monde nouveau, celui des entrepreneurs, de la créativité, de l'innovation. Un monde nouveau dans lequel la haute administration doit reprendre sa juste place. Ça vous rappelle rien, innovation, entrepreneur, nouveau monde? Vous voyez, le langage, c'est déjà du Macron en fait. C'est limite s'il a pas dit French Tech, projet... Même son de cloche du côté de Nathalie Loiseau, ancienne directrice de l'ENA, et quand on lui demande ce qu'elle en pense sur France Culture, elle répond ça. Écoutez, moi j'ai en effet été directrice de l'ENA sans être ancienne élève de l'ENA. Je sais ce que j'ai pu faire. J'ai pu réformer les concours d'entrée, j'ai pu réformer la scolarité, j'ai pu réformer le contact des élèves de l'ENA avec la vraie vie, si j'ose dire. Alors qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire? Et je sais ce à quoi je me suis heurtée, c'est-à-dire énormément de conservatisme de la haute administration, celle que j'avais en face de moi. Disons les choses, j'ai pas été accueillie avec des fleurs en étant pas ancienne élève de l'ENA, femme et moins de 50 ans. J'avais l'impression d'être une Romanichel quand je suis arrivée à la tête de l'ENA. Bon, passons sur les propos racistes, admettons. Admettons, on n'en est plus là, On va dire que c'est une erreur de jeunesse. Et intéressons-nous à ce qu'elle dit d'intéressant. Là, elle parle du conservatisme de la haute administration. D'ailleurs, c'est intéressant qu'elle dise ça parce qu'en 2017, dans un entretien à la revue internationale et stratégique, elle expliquait que l'idée de supprimer l'ENA, c'était l'argument des hommes politiques sans idées, des journalistes sans culture. Bon, Nathalie Loiseau a indirectement qualifié Macron d'homme politique sans idées, ok, on n'apprend rien. Mais ce qui est important ici, c'est la question du conservatisme de l'école qui semble obséder certains de nos politiques. Parce que bon, Macron, comme d'hab, il est pas clair sur la manière dont il va s'y prendre. On sait qu'il ne va pas supprimer l'école du jour au lendemain,
qu'il va garder son personnel. Plutôt qu'une suppression de l'ENA, on devrait parler d'une réforme de la formation des hauts fonctionnaires. Et critiquer le conservatisme de l'école, c'est critiquer le conservatisme des hauts fonctionnaires. Vous savez, ces hauts fonctionnaires qu'on trouve dans les ministères qui assurent la bonne marche de l'État. C'est un rouage essentiel de l'appareil d'État. C'est un rouage que Macron d'ailleurs n'aime pas trop, voire pas du tout. Le 12 décembre dernier, il leur a mis un bon coup de pression avec un discours sous la forme d'une note où il leur expliquait qu'il fallait arrêter de l'empêcher de faire ses réformes suffisamment vite et qu'il fallait un peu se mettre au travail. Parce que oui, oh, la Belgique est en moi. Parce que oui, face aux politiques, les hauts fonctionnaires, c'est un contre-pouvoir. Pas un contre-pouvoir comme on aime nous, un contre-pouvoir bureaucratique, converti au capitalisme financiarisé et à l'idéologie de la rigueur. Mais c'est un contre-pouvoir, qu'on pourrait résumer en une phrase, les ministres passent, mais les hauts fonctionnaires restent. Et certains s'en sont plaints d'ailleurs, de Roselyne Bachelot à Vincent Peillon. En effet, arriver dans un ministère et se retrouver face à cette armée de fonctionnaires qui parfois a ses habitudes, a des habitudes qui datent un petit peu, c'est toujours déstabilisant pour les ministres et ils peuvent parfois freiner les réformes politiques. Et ils les freinent d'autant plus que parfois ces réformes ou la rapidité avec laquelle on est censé les faire répondent à des exigences particulières. Alors ça peut être la com du gouvernement, ça peut être des échéances électorales qui arrivent. L'exécutif n'est pas dans la même temporalité que cette haute administration. Les hauts fonctionnaires empêchent Macron de faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire aller vite, réformer, bourriner les réformes, tout ça. On vous parlera même pas du délai de reconstruction de Notre-Dame de Paris, mais enfin c'est un gars qui aime tracer. Macron il veut une école qui forme des administrateurs qui soient start-up compatibles, mais surtout qui soient aux ordres, ce qui n'a pas l'air d'être totalement le cas aujourd'hui. Alors on l'a dit, rien n'a filtré sur les détails de la réforme, mais le profil de celui qui a été désigné pour enterrer l'ENA donne quelques indices. Le fossoyeur du fleuron des grandes écoles françaises, c'est lui, Frédéric Thirier. Il a 6 mois pour faire des propositions sur l'avenir de l'établissement. Ce soutien de Macron, qui se définit comme un socialiste de droite, pourquoi pas, on n'est plus à ça près, est un autre ancien énarque, décidément. Mais c'est surtout l'ancien président de la Ligue de football professionnel. Et quand il y était, les supporters notamment lui ont reproché sa gestion très autoritaire. Ils lui ont surtout reproché d'incarner les dérives du foot business. J'ai travaillé beaucoup sur les droits télé du foot pour améliorer les ressources. Triplé, je crois, les droits télé. J'ai triplé les recettes. Je constate que, j'espère que ça n'est pas fini, puisque pour le prochain appel d'offres, je regarde un peu toujours ça, parce que ça m'intéresse. Les choses se présentent plutôt bien, puisque la concurrence a l'air assez rude. Un modèle très macroniste qu'il pourrait bien appliquer à l'éventuelle future nouvelle école. Ah ouais, la noblesse d'État de Bourdieu maintenant, c'est ringard, il faut que tout fonctionne comme un conseil d'administration d'entreprise. Est-ce une évolution logique, si en tout cas on suit la logique néolibérale, qui veut que l'État ne soit jamais qu'une grosse entreprise comme les autres, et qui fonctionne comme les autres avec les règles de recrutement du privé, avec les règles de hiérarchie du privé. Une des pistes évoquées pour faire en sorte que les hauts fonctionnaires ressemblent de plus en plus à des cadres du privé, c'est pas compliqué, il suffit de les foutre dans le privé très vite, très longtemps, avant qu'ils ne rejoignent les grands corps, c'est marqué. Un élève sortant de l'école devra passer davantage de temps sur le terrain, on voit très bien de quel terrain il s'agit, les grandes entreprises, du privé, etc. Il est question de 5 à 10 années hors les murs avant de rejoindre l'un des grands corps. Malin. Ça, c'était dans le canard de la semaine dernière. Maintenant, si vous avez suivi OLG et que vous avez vu notre épisode, par exemple, sur l'affaire Alexis Keller ou sur la privatisation des aéroports de Paris, vous voyez en quoi ça peut poser problème. Ces hauts fonctionnaires qui passent du privé au public, qui retournent dans le privé, etc. Est-ce que dans une certaine mesure, ils ne sont pas tout simplement au service du privé au moment même où ils sont censés prendre en charge l'intérêt général? Se pose évidemment la question là de la corruption. On vous rappelle schématiquement l'histoire d'Alexis Keller, c'est ça, c'est un très haut fonctionnaire qui, quand il est haut fonctionnaire, prend des décisions qui arrangent une entreprise qui est pote avec sa famille et qui ensuite va pantoufler un petit peu dans cette grande entreprise pour toucher plein de pognon pendant qu'il fait la campagne de Macron et qui ensuite retourne dans l'État dans lequel on peut soupçonner qu'il prendra sans doute des décisions qui emmerderont pas la boîte pour laquelle il a travaillé. De toute façon, si vous voulez plus de détails, allez voir l'épisode. Allez voir l'épisode, c'est intéressant comme question. En clair, on a assisté à la destruction de ce qu'était autrefois la muraille de Chine entre l'État, l'intérêt général et par ailleurs les intérêts privés. Alors bien sûr, on se fait pas de soucis pour les bourgeois, on leur supprime leur grande école, on modifie un peu le truc, on sait qu'ils seront toujours plus ou moins aux manettes. Non, là ce qui est intéressant et ce qui est inquiétant dans la suppression de l'ENA, c'est plutôt cette question de la suppression d'un contre-pouvoir au sein même de l'État et évidemment la question des potentiels conflits d'intérêts que ça va soulever quand des gens partent du privé, reviennent, y retournent, voilà. Ça c'est angoissant par contre, tu vois. Voilà. À lundi prochain. Mais je comprends ton désarroi sur Nathalie Loiseau, c'est vrai que... Bon, mais en même temps, elle était jeune, elle s'est retrouvée là par accident, c'est peut-être à cause de ça qu'elle est restée un peu à vouloir excuser l'homophobie, à rester un peu raciste, tout ça, mais tu sais que c'est quelqu'un de très compétent sur l'Europe. Ouais, mais il y a un autre truc qui me dérange en plus de ça, c'est comment tu peux rester 5 ans directrice d'une école, et ensuite, comme ça, en 2019, dire « Ouais, finalement, je suis favorable à sa suppression ».
Et bah peut-être qu'on lui avait mal expliqué, peut-être qu'elle croyait que l'ENA s'était pas renseignée, tu vois, elle croyait que c'était l'école nationale d'aviron, et elle se dit, ouais, chouette, tout ça, mais elle a pas pris le temps de se renseigner. Tu sais, on est jeune encore à 49 ans. Hein. On est naïf à cet âge-là. Ouais. Mais oui.